On est là ce soir pour parler de Bovins pour le climat, du bilan carbone à l'action. Donc, c'est un projet que nous avons lancé il y a un peu plus d'1 an, dont vous avez forcément déjà entendu parler. Et on est aujourd'hui présent pour faire un petit bilan, justement, pour faire jouer un peu avec les mots. Où est-ce qu'on en est rendu? Qu'est-ce qui a été fait? Et on va un peu parler de ça ce soir. Donc, avant de... Si je peux changer mes diapos, je m'excuse. OK. Déjà, avant tout, je voudrais remercier et mentionner donc que ce projet a été financé par le gouvernement du Québec dans le cadre du plan de mise en œuvre 2023-2028 découlant du plan pour une économie verte 2030 et qu'il a été aussi rendu possible grâce à la collaboration de tous les partenaires qui sont affichés à l'écran, dont le CDPQ, le CEDAC, le CEPOC et nous-mêmes, les producteurs de bovins du Québec. Pour la soirée, votre animatrice, ce sera moi-même, donc Cyrine El Hamdaoui. Je travaille au producteur de bovins du Québec en tant que conseillère environnement, santé et bien-être animal. On a aussi Nathalie qui est avec moi ce soir, qui nous accompagne. Son nom n'est pas inscrit, je m'excuse. Nathalie Côté, donc directrice des affaires agronomiques au PBQ également, qui sera là donc si jamais il y a besoin en appui avec nous pour la soirée. Autrement, nos conférenciers pour ce soir, il y en a deux, vous les voyez certainement déjà à l'écran. Donc il y a d'abord Sylvestre Delmotte, qui est agronome et docteur en agronomie, et il intervient depuis 2016 comme consultant en agro-environnement, modélisation et démarche participative au Québec. Il travaille principalement sur des projets portant sur la lutte contre les changements climatiques et sur l'innovation pour une agriculture durable, notamment dans le projet Agriclimat du CEDAC. Ensuite, nous avons aussi avec nous Elisabeth Lepage. Elisabeth a gradué de son bac en agronomie de l'Université Laval en 2015. Elle a ensuite travaillé pendant 2 ans chez Exceldor en tant que technicienne au bien-être animal, où elle supervisait les chargements de poulets et l'abattage. Puis elle a travaillé 8 ans en tant qu'expert conseil en production bovine au sein de Solio, où elle s'est spécialisée dans la production vache-veau et bouvillon d'abattage. Elle couvrait le secteur nord du Québec et au cours des dernières années chez Solio, elle a été très active dans le mentorat en pâturage. Et aujourd'hui, depuis près d'1 an, elle est la coordinatrice du projet Bovins pour le climat auprès du CEDAC. Petit point avec le fonctionnement du webinaire. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'habitués parmi nous ce soir, fait que pour cela, je vous apprendrai rien. Mais pour les nouveaux, on prend le temps de rappeler un peu les règles. Pendant le webinaire, on ne prendra pas de questions. On va laisser faire les conférenciers, on va laisser présenter. Par contre, on prendra toutes vos questions à la fin. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête au cours de la présentation, nous vous invitons, pour ne pas les oublier, à tout de suite aller les inscrire dans votre QR. En bas de votre écran, vous avez juste à cliquer dessus, à rentrer votre message et à poser vos questions. On les traitera tout à la fin. À la fin aussi, on permettra d'ouvrir les micros si vous voulez poser votre question directement. À ce moment-là, il suffit de cliquer sur lever la main aussi en bas de votre écran et on vous donnera donc le droit de parole. Si vous avez des problèmes techniques à tout moment de la présentation, on vous invitera à ce moment-là à les inscrire dans la discussion ou chat en bas de votre écran plutôt que dans le QR. Celui-là, on le laisse pour les questions. Et donc, ça sera tout pour moi. Et je vais donner maintenant la parole à... Excusez, j'ai un petit problème de... Je vais donner la parole à Sylvestre et je te laisse reprendre le partage de l'écran. Oui, merci beaucoup, Cyrine. Je pense que vous devez maintenant voir mon écran. Donc bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre ce soir. Je suis content qu'on n'ait pas fait le webinaire hier soir parce que je suis pas sûr qu'on aurait eu autant de monde. On aurait peut-être eu du mal à concurrencer soit les chefs, soit les Canadiens, donc suivant vos intérêts. Donc ce soir avec Elisabeth, on va vous parler un peu de en fait une synthèse sur les travaux qu'on a menés depuis 1 an dans Bovins pour le climat sur les émissions de gaz à effet de serre en production bovine. Et puis on va vous parler aussi un petit peu de ce qui s'en vient dans Bovins pour le climat sur comment est-ce qu'on va travailler avec les producteurs dans les prochaines années pour essayer de réduire les gaz à effet de serre. Bovins pour le climat, ça a été dit, c'est un projet financé par le gouvernement du Québec, réalisé par les CDPQ avec différents partenaires. Nos objectifs sont de mettre en place sur les entreprises différentes pratiques pour essayer de réduire les gaz à effet de serre et de profiter de cette expérimentation grandeur réelle pour essayer aussi de vérifier si ces pratiques-là permettent d'améliorer la rentabilité des entreprises et si elles sont adoptables.
Donc on travaille avec 50 producteurs à l'échelle de la province, 15 producteurs ovins et pour ce qui nous concerne ce soir, 35 producteurs bovins, parmi lesquels il y a 5 parcs d'engraissement qui participent. Donc ma présentation va être en trois parties. Une petite introduction sur comment est-ce qu'on s'y prend pour estimer les gaz à effet de serre en production bovine, puis d'où est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on sait aussi des autres études qui ont été faites au Canada et au Québec en particulier. Ensuite, la deuxième partie va être vraiment vous présenter les résultats des bilans carbone qu'on a fait dans le cadre de Bovins pour le climat. Puis Elisabeth fera la dernière partie pour vous partager plus comment on va travailler avec les producteurs dans les années à venir pour essayer de mettre en œuvre sur les fermes des pratiques pour réduire les gaz à effet de serre. Donc premier point, en fait, je le disais, au Canada en particulier, il y a eu plusieurs études qui ont été faites dans les dernières décennies pour essayer d'évaluer justement les gaz à effet de serre émis en production bovine. Il y a eu une étude qui a été faite par des chercheurs d'Agriculture Canada, Akilu Alemu en est un, qui a été publiée en 2017, où ils ont fait le bilan à partir de sondages auprès de producteurs de la province, en fait, pas de la province, du Canada, dont quelques fermes au Québec. Ils ont estimé les gaz à effet de serre, ils ont obtenu des résultats avec des émissions en moyenne autour de 24 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif vendu par les entreprises vaches-veaux. Donc ça inclut le poids des veaux et le poids aussi des animaux de réforme. Quand on dit le total des kilos de poids vif. Et avec une très grande variabilité, c'est-à-dire des fermes qui sont capables de produire des animaux avec aussi bas que 16 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif, et des fermes dans lesquelles les émissions atteignent presque 40 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif. On a plus récemment au Québec là une étude spécifique qui a été faite au Bas-Saint-Laurent par un organisme à but non lucratif qui s'appelle Développement agricole Les Basques, où ils ont fait le bilan de 6 entreprises avec des méthodologies très similaires. Ils ont obtenu des résultats qui ressemblent aussi beaucoup, 21 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif, entre 16 et 30. À l'échelle du secteur de la production bovine, la table canadienne pour le bœuf durable, je ne sais pas si j'ai fait une bonne traduction, a fait plusieurs études au cours des dernières décennies par analyse de cycle de vie. Donc là, on est sur des approches un peu différentes. On ne parle pas d'entreprise réelle, on parle plus d'une description d'un scénario moyen, par exemple un scénario moyen de production pour l'Est ou pour l'Ouest du Canada. Et là, eux, ils font l'analyse à l'échelle de toute la filière, c'est-à-dire qu'ils quantifient les émissions pour un animal rendu prêt à abattre, c'est-à-dire depuis la naissance jusqu'à la fin de l'engraissement. Ils ont obtenu un résultat qui évalue les émissions de gaz à effet de serre autour de 10 kg équivalent CO2 de poids vif pour l'étude la plus récente. Dans toutes ces études-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a des pistes de réduction qui sont identifiées, ce qui fait qu'on a déjà quand même beaucoup de littérature scientifique qui existe. Mais la question que nous, on souhaite adresser dans le cadre du projet Bovin pour le climat, c'est plus est-ce qu'elles sont applicables sur les entreprises et est-ce qu'elles peuvent amener des bénéfices de manière aussi importante que ceux anticipés dans les études scientifiques, qui souvent ont un volet un petit peu théorique pour ce qui est de l'évaluation de ces pistes-là. Donc, ce qu'on a fait, nous, dans le cadre de Bovin pour le climat, c'est qu'on a fait aussi des bilans carbone des entreprises avec lesquelles on travaille. L'idée était d'avoir un point de départ, donc de savoir d'où est-ce qu'on part avec les producteurs en termes d'empreinte carbone. Pour ça, on a utilisé le calculateur qu'on a développé dans AgriClimat, qui a été donc un calculateur qui a été financé par le gouvernement du Québec, qui est basé sur des méthodologies qui sont quand même très standards. Ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans les autres études telles que je les ai présentées juste auparavant. L'idée, c'est quand même qu'on utilise beaucoup d'informations qui proviennent directement des producteurs sur tout ce qui est des paramètres de production, du soin aux animaux, de la régie. Puis l'intérêt aussi, c'est que puisque c'est un calculateur qu'on a développé spécifiquement pour le Québec, on l'a aussi adapté à la réalité des entreprises bovines. Puis j'ai ici à droite, par exemple, une photo avec des enclos d'hivernage. Donc on tient compte dans le calculateur des différents modes d'élevage, de si les animaux sont à l'intérieur, à l'extérieur, au pâturage, en enclos d'hivernage, etc., dans les calculs qu'on fait. Ce calculateur, l'idée, c'est que ce sont des conseillers qui l'utilisent. Donc, chacune des fermes de bovins pour le climat qui n'avaient pas encore de bilan carbone ont eu un diagnostic qui a été réalisé par un conseiller que quelqu'un en fait, notre équipe AgriClimat, nous, on les a formés et on leur a fourni le diagnostic. Donc, ce sont des conseillers, soit de club conseil ou des conseillers privés qui font le diagnostic. Nous, notre rôle dans AgriClimat au CEDAC, c'est vraiment d'être un intermédiaire entre les conseillers, les producteurs avec qui on échange aussi directement, comme par exemple ce soir, je sais qu'il y a plusieurs producteurs qui sont là. Et on est aussi intermédiaire avec des chercheurs justement du Québec un peu partout, de différentes universités, différents organismes de recherche, qui nous partagent leurs connaissances et qui nous aident à développer justement les outils diagnostiques et à analyser, interpréter les résultats qu'on obtient. Donc c'est un peu la logique dans laquelle on fonctionne.
Au global, on a fait en fait, à la fin 2024, là, on avait fait à peu près 65 diagnostics en production bovine, dont une trentaine dans le cadre de Bovins pour le climat. Les autres avaient été réalisés dans le cadre d'autres projets. Puis on peut voir aussi ici qu'on fait des diagnostics aussi dans plein d'autres productions que la production bovine, ce qui est intéressant aussi parce que ça nous permet d'avoir des comparatifs aussi entre productions. Maintenant, quand je dis on fait des diagnostics, on fait des bilans carbone, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi l'exercice de faire un bilan carbone ou un diagnostic? L'idée, c'est d'essayer de quantifier, estimer les émissions de gaz à effet de serre, donc à travers les activités qui sont réalisées sur l'entreprise, quel gaz à effet de serre on émet vers l'atmosphère, et aussi d'essayer d'évaluer si l'entreprise, par ses activités, est capable de recapter une partie du CO2 qu'elle a émis, soit sous forme de matière organique dans les sols, soit à travers des arbres que l'entreprise plante. Et c'est en faisant la différence entre les émissions et l'éventuelle séquestration qu'on obtient le bilan carbone, qui est donc la résultante. Ici, il y a un plus ou un moins, parce que dans beaucoup de situations au Québec, on est plutôt dans une dynamique où on perd de la matière organique de nos sols, auquel cas les sols ne sont pas dans une dynamique où ils séquestrent, mais où ils deviennent eux-mêmes émetteurs de CO2 vers l'atmosphère. On va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Maintenant, si on regarde plus précisément, quand on dit les émissions, à quoi il faut s'attendre? En production bovine, on peut les présenter de différentes façons, mais ici, je vais les présenter en 5 grands postes d'émissions. Le premier poste d'émission, c'est la fermentation entérique. C'est donc du méthane, qui est donc un gaz à effet de serre assez puissant, qui est émis quand les animaux digèrent les aliments. Le deuxième poste d'émission, c'est la gestion des fumiers. Les fumiers émettent principalement du méthane, mais aussi un deuxième gaz à effet de serre qu'on appelle le protoxyde d'azote, qui est aussi un gaz à effet de serre très puissant. On parle ici d'émissions directes, donc des émissions qui se passent sur le siège de l'entreprise, mais aussi éventuellement indirectes, qui se passent si par exemple on perd de l'azote qui provient des fumiers, soit sous forme d'ammoniac, donc un gaz, mais qui n'est pas un gaz à effet de serre, soit sous forme par exemple d'azote qui est lessivé à travers les sols et qui se retrouve dans l'eau. Ultérieurement, ça peut aussi former un peu de protoxyde d'azote. On a ensuite des émissions qui sont associées à tout ce qui est la production des intrants, des aliments et aussi des animaux qui sont achetés par les entreprises. Donc là, on fonctionne, en fait, on quantifie ces émissions à partir de l'empreinte carbone de chacun des intrants qu'on utilise. On a des émissions associées au sol, quand on utilise des sols pour produire des aliments qui sont consommés par les bovins. Donc là, ça va être surtout des émissions de protoxyde d'azote, le même gaz qu'on avait avec les fumiers, qui vont être émises. Et puis finalement, le dernier poste d'émission, c'est tout ce qui est en lien avec l'utilisation de l'énergie sur l'entreprise, principalement pour la machinerie, mais ça peut être aussi pour d'autres activités comme du chauffage ou l'alimentation, du séchage de grains par exemple. Donc ça fait le tour un peu du contexte et des principaux postes. J'en viendrai donc maintenant à la deuxième partie, qui est certainement la partie qui est la plus intéressante, qui est de prendre connaissance un peu des résultats des bilans qu'on a fait cet hiver en production bovine. Pour, euh, pour remettre dans le contexte, on a donc 35 fermes bovines dans Bovins pour le climat qui participent au projet. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats qu'on a compilés pour 29 des 35 fermes. Pourquoi? Parce que 6 des fermes avaient déjà fait leur bilan carbone avant, dans le cadre d'autres projets. Et nous, on profite toujours de projets comme Bovins pour le climat pour essayer d'améliorer notre calculateur. Donc les 6 fermes qui avaient déjà fait leur bilan, l'avaient fait avec un calculateur qui était légèrement différent. Je n'ai pas voulu les rajouter dans le portrait que je vais présenter ici parce qu'il y aurait des différences de méthodologie dans le calcul. Donc on parle de fermes qui sont réparties un petit peu partout au Québec. Il y a 24 fermes qui sont en production de veau d'embouche, donc des fermes vaches-veaux, et on a 5 fermes dans les 29 qui sont donc des parcs d'engraissement. La particularité aussi, c'est que les entreprises bovines avec lesquelles on travaille sont des entreprises qui peuvent avoir différentes vocations. On a 50% des fermes de notre échantillon qui ne vendent en fait que des produits associés à la production bovine, c'est-à-dire des animaux. Par contre, on a 50% des fermes qui vendent aussi des grandes cultures. Donc, quand on fait le bilan et quand on veut comparer d'une ferme à l'autre, on fait ce qu'on appelle une allocation, c'est-à-dire qu'on sépare les émissions totales de la ferme. On essaye de différencier les émissions qui sont associées à produire les bovins versus les émissions qui sont associées à produire les grains qui sont vendus par l'entreprise. On fait une séparation le plus possible sur ce qu'on appelle une base physique, c'est-à-dire sur la base des superficies et aussi des intrants qui sont utilisés pour chacune des productions. Autre aspect aussi au niveau en fait de contexte et d'éléments descriptifs, on a donc dans les entreprises vache-veau un inventaire d'animaux qui varie beaucoup. On a des entreprises de petite dimension avec à peu près le minimum c'est 45
unité animale. Une unité animale, c'est pas un animal, c'est plutôt un animal qui fait à peu près 1200 livres. Donc ça veut dire que ça peut être, quelques animaux beaucoup plus lourds et beaucoup d'animaux plus légers. Et on a, juste à l'inverse, une entreprise dans laquelle on est proche de 1200 unités animales, donc on a vraiment des entreprises de dimensions très différentes, qui vendent annuellement de 15 jusqu'à 450 animaux. Donc là, on parle vraiment d'animaux, là, pas d'unités animales, par année. Au niveau des bovins en engraissement, on a aussi des dimensions différentes puisqu'on a une entreprise qui vend à peu près 500 animaux par année, jusqu'à des entreprises qui vendent plus de 6000 animaux par année. Donc on a aussi un gradient de dimension d'entreprise et aussi de pratique, on va le voir un petit peu après. Pour les entreprises en bovin en engraissement, la particularité, mais c'est vrai aussi pour les entreprises vaches-veaux, c'est que quand on achète un animal, l'animal, dans l'estimation qu'on fait nous de l'empreinte carbone de la production en engraissement, cet animal qu'on achète, il arrive avec sa propre empreinte carbone. C'est-à-dire que pour exister, il a fallu qu'il y ait une vache qui donne naissance à un veau, et ce veau, avant d'arriver sur l'entreprise, il a déjà émis des gaz à effet de serre, et ces gaz à effet de serre, entre guillemets, cette empreinte-là le suit jusqu'à son entrée dans l'entreprise. Donc vous allez voir que pour les entreprises de bovins en engraissement, c'est un facteur d'émission important, les émissions associées aux animaux achetés. Donc, c'est juste pour préciser qu'on le prend en compte dans le bilan. Finalement aussi, avant de vous présenter les résultats, on aime ça comparer. Donc, je vais comparer les résultats des 24 fermes en production vache-veau avec une ferme de référence. En l'occurrence, la ferme de référence qu'on utilise, c'est la ferme moyenne telle que décrite par le Centre d'études des coûts de production en agriculture dans l'étude des coûts de production qu'ils réalisent pour la financière agricole dans le cadre de l'ASRA. Donc la ferme de référence Vacheveau au Québec, qui date de 2022, c'est une ferme qui a à peu près 244 animaux, 118 vaches qui donnent naissance à 106 veaux, qui garde des genisses et qui a quelques taureaux, qui cultive à peu près 240 hectares, principalement en prairie, aussi des pâturages, qui fait un petit peu de céréales, un tout petit peu de maïs en silage et de maïs grain. Et puis c'est une ferme qui est en gestion solide, donc des fumiers, qui accumule du fumier en bâtiment, qui gère aussi son fumier en amas, où les animaux vont au pâturage 46% du temps à l'échelle annuelle. Et puis la totalité des fumiers sont épandus sur la ferme, il n'y a pas d'exportation. Elle achète des intrants, un petit peu d'aliments, de la litière, des engrais, de l'énergie. Et puis il y a à peu près 10% des superficies, donc des 240 hectares, qui sont destinés à des grains vendus, en l'occurrence le soya, une partie des céréales. Donc, si on en vient au résultat, quand on fait le bilan pour cette ferme de référence, on arrive avec notre calculateur à une estimation d'une émission de 26 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif, tel qu'on voit ici sur le graphique. Et quand on fait le bilan des 24 fermes qui sont donc dans Bovins pour le climat, on arrive à un résultat légèrement inférieur, autour de 24 kg équivalent CO2. Puis j'attire votre attention sur la barre en gris ici, qui est la barre qui représente finalement le minimum et le maximum. C'est pas un écart type, là, c'est faut vraiment le voir comme le minimum et le maximum de notre échantillon. Donc dans notre échantillon, on a une entreprise qui produit des animaux et qui les vend avec une empreinte carbone aussi basse qu'à peu près 16 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif vendu. Encore une fois, c'est le total des animaux vendus, donc les animaux de réforme et surtout les veaux. Et puis, à l'inverse, une entreprise qui est autour de 35, 36, 37 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif. À noter aussi que pour ce calcul, j'ai exclu deux entreprises ici où le résultat est au-delà même de 50 kg équivalent CO2 de kilo de poids vif. Pourquoi? Parce que ce sont des troupeaux qui sont en forte croissance, ce qui fait qu'en fait les producteurs gardent toutes les femelles qui naissent sur l'entreprise pour agrandir le cheptel. Donc ça fait en sorte qu'ils vendent très très peu d'animaux, donc les kilos de poids vif vendus sont très faibles. Donc je les exclus pour le calcul de la moyenne ici, puisque ça c'est une situation quand même particulière. Si on vient maintenant aux principaux postes d'émission et qu'est-ce que ça représente en termes de proportion, sans surprise en production bovine, la fermentation entérique c'est le premier poste d'émission avec à peu près 60% des émissions dans notre échantillon. Vient ensuite les fumiers qui représentent 12% des émissions, donc le méthane et le protoxyde d'azote associés à ces fumiers. Viennent ensuite les émissions des sols qui sont eux liés aux aliments qui sont produits sur la ferme pour nourrir les animaux, donc principalement du foin. Les animaux qui sont achetés sur l'entreprise, donc par exemple des tors gestantes ou le taureau qui est éventuellement remplacé régulièrement, représentent 8% de l'empreinte carbone de la ferme.
Et puis finalement, les derniers postes, c'est l'énergie consommée sur la ferme, donc principalement du carburant, les aliments qui sont achetés, qui représentent un tout petit poste d'émission en production de vaches veaux parce qu'on achète peu d'aliments, et finalement les engrais minéraux qui sont utilisés sur les différentes cultures associées à la production bovine, qui représentent aussi pour leur production. Dans les usines de production d'engrais, ça représente, et leur transport, ça représente 1% des émissions en production de vaches veaux. Si on regarde maintenant les résultats pour la ferme de référence en production de bouvillon, donc la deuxième étape dans le cycle de production de la viande bovine, la ferme de référence de bouvillon, même principe, celle qui est en fait décrite et définie par le CECPA. On parle d'un cheptel moyen de 2200 animaux qui sont élevés donc de 750 livres, ça c'est leur poids d'entrée sur la ferme, jusqu'à 1550 livres où ils sont commercialisés. C'est une ferme qui cultive 411 hectares au total, dont 156 hectares de maïs grain, qui fait quand même beaucoup de prairies pour de l'ensilage, qui fait aussi du soya, du maïs ensilage, qui a un petit peu de pâturage, qui fait des céréales et qui a du canola. On parle aussi d'une gestion solide des déjections, avec une très courte accumulation dans le bâtiment, parce que le bâtiment est récuré en fait, et nettoyé très régulièrement. Il y a une partie des fumiers qui sont exportés. Elle achète par contre beaucoup d'aliments, de litières. Et on a 33%, donc une part beaucoup plus importante des superficies par rapport à la ferme Vachevoux qui sont destinées à la vente. C'est logique, le soya notamment, mais aussi éventuellement une partie du maïs grain. Oups, là, je m'excuse, j'ai un petit enjeu. Ok, ben, en fait, j'ai ici les résultats. C'est juste un enjeu d'ordre de diapositive. Donc la ferme Bouvillon, on parle donc en termes de résultats de 16,6 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif pour la ferme de référence. Et pour notre échantillon de 5 entreprises, on est légèrement au-dessus, à 17,7 kg équivalent CO2, mais là aussi avec une variation un peu plus faible que ce qu'on voyait dans le vache-veau, mais quand même des fermes qui sont autour de 15 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif, et des entreprises qui sont plutôt autour de 18 ou 19 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif. Puis là, c'est pas 24 fermes, c'est 5 fermes. En termes de postes d'émission dans l'entreprise, dans la production de bouvillon, le premier poste, c'est les animaux. C'est-à-dire, c'est les émissions qui proviennent de l'élevage des veaux quand ils rentrent sur la ferme, qui étaient associés donc à l'élevage dans l'entreprise vache-veau. C'est 71% de l'empreinte carbone d'un animal au moment où il quitte l'engraissement, donc au moment où il est prêt à partir à l'abattoir. 71% d'un kilo de poids vif d'un bouvillon, c'est l'empreinte qui provient de l'étape vache-veau. Ensuite, les postes qui se passent donc sur la ferme, en fait, on va les regarder plus dans le détail ici. Je les ai sortis en fait en enlevant l'empreinte carbone qui ne se passe pas sur la ferme de Bouvillon. Ce qu'on voit, c'est que le premier poste en pourcentage, c'est 43%, donc des émissions qui se passent vraiment strictement, en fait pas tout à fait strictement, mais qui sont en lien avec l'activité d'engraissement, durant l'engraissement. Ces 43% des émissions proviennent des aliments achetés, 29% proviennent de la fermentation entérique, 18% des fumiers. Puis on voit que la production donc, des grains puis le soin aux animaux, donc les sols, les engrais minéraux et l'énergie, représentent 11% des émissions au total. Donc dans la production de bouvillon, en fait, à l'échelle, en fait, au moment où l'animal quitte, la majeure partie de son empreinte provient de la première étape de production, ou des premières étapes suivant les cas. Les émissions durant l'engraissement représentent finalement à peu près 30% de l'empreinte d'un bouvillon. Si je reviens en arrière, j'avais ici 2 diapositives pour expliquer qu'est-ce qui explique les variations en production de vaches-veaux. Là, on fait un petit retour en arrière. Pour ce qui est donc de qu'est-ce qui explique le grand écart qu'on avait en termes d'émissions entre des émissions aussi basses que 16 kg équivalent CO2 par kilo de poids vif, comme on voit sur l'axe des ordonnées ici, ou du 35 kg équivalent CO2. Les facteurs qui sont le mieux corrélés au sein des entreprises, en fait, dans notre échantillon, ce qui explique le plus la variabilité finalement des émissions, c'est tout ce qui est en lien avec l'efficacité de la reproduction et de l'élevage, en particulier le taux de naissance, les taux de mortalité, le taux de réforme des animaux, qu'on peut traduire ici, j'ai calculé combien est-ce que finalement chaque vache qui est présente dans un troupeau, combien est-ce qu'elle quelque part produit de kilos de poids vifs qui vont être vendus. Donc pour une vache, pour une ferme de 100 vaches, la ferme ici, ou s'il y avait juste une vache, c'est comme si on vendait 600 kilos de poids vifs par année
par vache présente dans le troupeau. Ce qu'on voit ici, donc, c'est que, on a des fermes qui, pour une vache, sont capables de vendre 200 kilos de pois vifs, puis on a des fermes qui sont capables de vendre 600 kilos de pois vifs. Donc ça fait un gros écart en lien avec les paramètres ici, mentionnés, donc de taux de naissance, de mortalité, de taux de réforme qui peuvent expliquer justement ces différences-là. C'est sûr qu'ici, on a aussi des entreprises qui font de la semi-finition, donc qui sont aussi capables de vendre des animaux plus lourds qui rentrent dans l'échantillon ici. Donc ces facteurs-là, c'est un facteur explicatif. Le deuxième facteur explicatif aussi, c'est le gain moyen quotidien des veaux. Là, ici, je l'ai exprimé juste jusqu'à l'étape de préconditionnement, donc post-sevrage, mais avant une étape de préconditionnement éventuelle. Puis on voit qu'on a une petite tendance à ce que plus le gain quotidien, donc exprimé ici en livres de gain moyen quotidien par jour, plus il est élevé, plus on a tendance à avoir des émissions en kilos équivalent CO2 par kilo de poids vif qui sont faibles. Donc, là aussi, c'est assez logique parce qu'un animal qui a un gain plus élevé, on va l'élever moins longtemps sur l'entreprise, donc il va émettre moins de gaz à effet de serre, il va consommer moins d'aliments, donc c'est assez logique. Si on vient maintenant, qu'est-ce qui explique les variations dans les bouvillons? C'est sûr que les bouvillons, on a juste 5 entreprises. Heu, donc ce qu'on a constaté, là, j'ai pas de graphique justement parce qu'à 5 entreprises, en tout cas, j'en ai un juste après, mais c'est plus difficile de faire des corrélations, donc je me suis pas aventuré à essayer d'en faire. Mais ce qu'on voit globalement, c'est que, le poids et l'âge des animaux achetés va jouer parce que c'est sûr que plus un animal qui rentre sur l'entreprise est jeune, pardon, plus son empreinte carbone est faible, parce qu'il a vécu moins longtemps avant d'arriver sur l'entreprise. Ça peut, quelque part, refléter un certain biais méthodologique en lien aussi avec les valeurs de référence moyennes qu'on utilise par kilo de poids vif. Puis là, je tiens à préciser ici aussi qu'on ne tient pas compte du fait qu'une partie des veaux qui rentrent sur les entreprises peuvent être des veaux laitiers, dont ça a été montré dans d'autres études au Canada que ça a une empreinte plus faible. Là, ici, on ne l'a pas intégré pour l'instant dans les bilans qu'on a fait des entreprises en bouvillon, mais c'est quelque chose qu'on pourra faire dans les versions futures des bilans de ces entreprises-là. Et il y a aussi, une notion liée aussi à l'efficacité, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, entre un élevage en croissance ou en finition, qui va jouer. Le deuxième facteur, qui va expliquer les variations, c'est aussi le gain moyen quotidien et le taux de conversion alimentaire. Hem, on a dans les troupeaux, avec lesquels on a travaillé, des troupeaux, par exemple, qui élèvent juste des femelles qui, a priori, ont, des taux de croissance qui sont plus lents que les mâles. Et puis on a aussi des troupeaux qui n'ont pas utilisé d'hormones de croissance justement, donc qui peuvent être dans certaines situations avoir des gains moyens quotidiens plus faibles. Donc si on regarde justement, les gains moyens pour, les entreprises de Bouvillon, vous retrouvez ici les 5 points qui correspondent à 5 entreprises, donc un point égale une entreprise. Et on peut voir qu'on a aussi une petite tendance qui se dessine à ce que plus le gain moyen quotidien est élevé, plus les émissions qui se passent sur la ferme, donc je précise bien, j'ai enlevé là ici les émissions associées à l'élevage des animaux avant qu'ils rentrent à l'engraissement, mais plus elles ont tendance à être faibles parce qu'évidemment, l'animal est rendu à un poids d'abattage plus tôt, donc il a mangé moins, il a émis moins de gaz à effet de serre, etc. Si on regarde un petit peu plus dans le détail encore maintenant, les différents postes et surtout parce que, mon objectif maintenant, c'est aussi de vous présenter comment les producteurs qui ont pris connaissance de leur bilan carbone, ils envisagent de travailler à essayer de réduire les émissions. Donc on va passer en revue, 3 principaux postes d'émissions, et puis surtout ce que je veux vous partager, c'est d'une part, bon, qu'est-ce qui explique un peu la variabilité, mais aussi surtout qu'est-ce que les producteurs, dans leur plan d'action qu'ils ont élaboré avec leurs conseillers dans le contexte du diagnostic, ils ont choisi comme piste de réduction. Donc, 1er poste en importance, qu'on soit dans le vache-veau, qu'on soit dans, l'engraissement, la fermentation entérique, c'est un poste important. Donc je le redis, c'est lié à la digestion des aliments. On estime c'est à peu près 300 grammes de méthane par jour qu'une vache, en lactation émet. Je parle bien d'une vache, en production bovine, pas une vache laitière. Ça, c'est équivalent à faire à peu près 40 kilomètres en voiture avec un véhicule de taille moyenne. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de, qu'est-ce que ça représente 300 grammes de méthane émis. Les émissions, elles vont beaucoup dépendre, d'une entreprise à l'autre de facteurs associés notamment à la consommation d'aliments qui, elle, peut dépendre aussi du type de race. Donc la quantité consommée d'aliments, elle peut dépendre du type de race, du poids des animaux, des besoins des animaux. Typiquement, on estime qu'une vache consomme entre 10 et 15 kilogrammes de matière sèche par jour.
Et puis, les émissions vont aussi dépendre, dans les équations qu'on utilise pour estimer les émissions, si on a l'information sur la digestibilité, puis les autres paramètres, par exemple le gras, les protéines, des aliments, ben, on est capable de faire une estimation plus précise qui va influencer justement les émissions. Dans le contexte des entreprises en production vache-veau, on a peu d'entreprises pour lesquelles on était capable d'obtenir de l'information détaillée sur les rations et sur, par exemple, des analyses de fourrage ou des analyses d'aliments qui sont servis aux animaux. Donc, pour la plupart des fermes, on a fonctionné avec des valeurs de référence. Donc, on tient pas compte précisément de l'alimentation des animaux l'information n'était pas disponible sur les entreprises. Par contre, en engraissement, c'est l'inverse. Toutes les fermes avaient des rations qui avaient été formulées, donc on avait une information assez précise sur la qualité, la quantité consommée par les animaux. Donc là, ça nous a permis de faire une estimation un petit peu plus précise. Et puis là, on a notamment aussi des émissions entériques qui sont plus faibles, en général que en production vache-veau, parce qu'on est sur des rations avec peu de fourrage, avec une digestibilité très élevée. Faut juste mettre dans la balance, ici on parle juste du méthane entérique. On peut avoir des émissions de méthane empirique plus élevées, mais on a aussi beaucoup plus d'achats d'aliments qui ont une empreinte carbone plus élevée que les fourrages. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder le bilan au complet et de ne pas tirer de conclusions trop rapides sur un mode d'élevage versus un autre. Le deuxième poste, c'est donc justement le poste associé à produire les aliments qui sont consommés par les animaux sur la ferme. En production vache-veau, quand on cumule les aliments achetés et les aliments produits sur la ferme, c'est à peu près 20% des émissions à l'échelle c'est ça, de la ferme. Dans notre échantillon d'entreprise, la grande majorité des aliments sont produits sur la ferme. On a l'ensemble des troupeaux avec lesquels on travaille en fait, envoie des animaux au pâturage pour une moyenne d'à peu près 195 jours par an, 6 mois et demi par année. Donc ça, c'est quand même important parce que ça réduit aussi les émissions associées à produire les animaux, puisque quand on envoie des animaux au pâturage, ben, on consomme pas d'énergie pour récolter des aliments et éventuellement les soigner aux animaux. On a aussi le fait que tout ce qu'on sert en hiver aux animaux, c'est en grande majorité produit sur l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises vacheaux sont très autonomes dans la production des aliments qu'elles servent aux animaux. L'achat des aliments, c'est seulement 4% des émissions, et on a 40% des entreprises qui achètent des aliments. Le reste des entreprises, donc 60% de notre échantillon, achètent quasiment rien, sauf peut-être des minéraux. Donc sont quasiment 100% autonomes dans la production de leur alimentation. Le 40% des entreprises, ce qu'elles achètent souvent, le premier ingrédient en termes de quantité, là, c'est du foin. Donc ça peut être lié justement à des mauvaises années, ça peut être lié à des sécheresses, ça peut être lié c'est ça, à des contextes particuliers. Le deuxième ingrédient en quantité, c'est du maïs, et le troisième, c'est de la moulée pour les veaux, qui sont donc les achats les plus fréquents. Il y a quelques fermes qui achètent des céréales ou des suppléments protéinés, mais c'est vraiment plus rare. Euh, ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que quand on regarde les émissions associées à la production des aliments au champ, les émissions sont quand même relativement faibles. Pourquoi? Parce que la majeure partie en fait des superficies cultivées pour nourrir les animaux, ce sont des plantes fourragères. Plantes fourragères qui, on le sait, requièrent peu d'intrants, peu d'engrais, et en plus ont la particularité d'émettre peu de protoxyde d'azote, qui est ce très puissant gaz à effet de serre qui est émis par les sols agricoles. Si je compare un hectare d'une culture annuelle comme du maïs versus un hectare de prairie ou de pâturage, les émissions de protoxyde d'azote sont vraiment beaucoup, beaucoup plus faibles dans un contexte de prairie et de pâturage, donc c'est très avantageux pour les entreprises vache-veau. C'est ce qui explique pourquoi on a seulement 10% des émissions à l'échelle de l'entreprise qui proviennent de ces sols. Puis si on veut les réduire, on va le voir après, en fait, il y a quand même plusieurs stratégies qui s'appliquent en grande culture, notamment si vous pensez, on en parle beaucoup en ce moment des 4B, le bon engrais au bon endroit, la bonne dose, avec la bonne méthode d'application. Ben, tout ça, c'est des bonnes stratégies qui peuvent s'appliquer quand même dans les entreprises en production de fourrage. Si on parle maintenant spécifiquement l'alimentation des bouvillons, là par contre, le portrait est un peu différent. Produire l'alimentation que les animaux consomment, c'est 54% des émissions de la ferme, en fait qui se passent à la ferme, 43% qui proviennent des aliments qui sont achetés. En termes de quantité, là, quand on fait le cumul de ce qui est acheté par les 5 entreprises de notre échantillon, l'ingrédient principal, c'est de la drèche de distillerie en termes de quantité, suivi de farine de biscuit, suivi de maïs grain,
Pourquoi est-ce que ça arrive en troisième partie? C'est surtout parce qu'il y a plusieurs des entreprises qui produisent leur propre maïs grain, donc elles en achètent moins. Aussi des écales de soya ou des pommes de terre et d'autres, résidus alimentaires. Heu, donc on voit ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même plusieurs sous-produits ou coproduits, qui sont utilisés dans l'alimentation. Puis ça, c'est souvent des produits qui viennent avec une empreinte carbone relativement faible, ce qui avantage aussi la production, de bouvillon. On a ensuite 11, donc le reste du 54, qui provient des aliments produits sur la ferme. Donc en l'occurrence, on parle d'émissions justement de protoxyde d'azote des sols en lien avec la production de maïs, maïs ensilage, donc surtout en lien avec la fertilisation de ces cultures-là, la production des engrais et puis, l'énergie, donc, le diesel pour la gestion des champs, mais aussi pour la gestion des fumiers, puis pour l'alimentation des animaux. Donc ça fait un peu le tour du sommaire de ces 2 grands postes. Donc si on cumule ces 2 postes-là, on est à peu près dans 80, allez 70 à 80 des émissions, à la fois en vaches-veaux et en bouvillon, qui se passent sur les entreprises, proviennent du méthane entérique et de produire l'alimentation. Donc c'est nos 2 grands postes. Là ici, ce que je vais vous présenter, c'est les producteurs en production de vaches-veaux d'abord qui ont, fait le diagnostic. C'est quoi les pistes qu'ils ont identifiées avec leurs conseillers pour essayer de réduire les gaz à effet de serre? Il y a 4 grandes catégories pour la production vache-veau. La 1re piste, c'est de travailler sur la gestion du troupeau pour essayer d'améliorer la productivité des élevages. On a quand même un tiers des fermes, c'est quand même assez conséquent, qui veulent travailler à réduire la mortalité. Notamment, à travers, des meilleurs programmes de vaccination, aussi une réflexion sur les conditions de vélage, puis là, en fait, il y a vraiment beaucoup de pistes différentes qui sont envisagées dans chaque plan d'action. Donc c'est difficile de résumer sans faire du cas par cas, mais, réduire la mortalité, c'est quand même quelque chose qui est, envisagé par beaucoup de producteurs ou en tout cas qui fait partie des objectifs de plusieurs producteurs. Regrouper les villages, c'est 12 des fermes, en production de vaches-veaux qui ont, l'objectif de le faire dans les prochaines années. Diminuer le taux de remplacement, travailler sur des choix génétiques aussi différents, ce sont des aspects qui regroupent 15 des fermes, dans l'objectif toujours d'améliorer la productivité, des élevages. Le deuxième grand sujet de réflexion, c'est l'alimentation. Il y a quand même 25 des fermes qui, au regard du diagnostic, se posaient des questions sur comment est-ce qu'ils pourraient faire pour essayer d'améliorer l'alimentation des veaux, apporter une moulée en dérobé, ou revoir la moulée justement, ajouter des additifs comme du monensin, une réflexion sur les minéraux et cetera. C'est quand même un quart des entreprises. Il y a 15 des entreprises qui, souhaitent aussi travailler des stratégies pour allonger la saison au pâturage, essayer d'envoyer plus d'animaux ou plus longtemps, faire du pâturage plus intensif. On a 10 des entreprises qui souhaitent introduire le maïs en silage et on a, un tiers des entreprises, ça aussi c'est vraiment intéressant, qui, au regard du diagnostic se sont montrées intéressées à essayer d'avoir une meilleure connaissance de la qualité de leur fourrage et de voir de comment est-ce qu'ils pourraient, essayer de travailler à améliorer la qualité des fourrages. Ce qui fait un peu le lien justement avec tout ce qui est les pistes en lien avec la gestion des champs, où là, il y a 77 des fermes, donc c'est vraiment la piste dominante en production de vaches-veaux, qui, au regard du diagnostic, souhaitent travailler sur la persistance, la qualité et les rendements des fourrages qu'ils cultivent. C'est sûr que les fourrages, on l'a vu, c'est l'essentiel de l'alimentation des animaux en production de vaches-veaux. Donc, si on est capable d'améliorer à la fois la persistance pour retourner moins fréquemment les prairies, allonger la durée de vie des prairies, si on est capable d'améliorer la qualité, d'améliorer les rendements, beh, ça va avoir un effet bénéfique direct sur les animaux. Là, il y a plusieurs, stratégies différentes qui sont envisagées. 40 des fermes, on parle d'avoir une réflexion sur le choix des espèces, avec le loti qui est quand même beaucoup revenu dans les échanges avec les producteurs. Essayer de tester des pratiques de sursemis pour être capable d'augmenter justement les légumineuses sans avoir besoin de réimplanter complètement une prairie. Toute une réflexion dans certains cas sur la régie des coupes, sur la fertilisation. Et puis intéressant aussi, certains producteurs qui souhaitent optimiser, mais d'autres qui souhaitent aussi réduire l'utilisation d'engrais minéraux, pour 15 des entreprises. Finalement, l'énergie, qui est donc un petit poste d'émission, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même 27 des producteurs qui ont des réflexions sur comment est-ce qu'ils pourraient diminuer leur consommation, notamment par plus de pâturage, mais aussi éventuellement, notamment à travers la réflexion sur les sursemis, voir comment ils pourraient globalement réduire la fréquence des travaux de sol. Même si encore une fois, ils sont peu fréquents sur une entreprise vache-veau. Et puis on a 10 des fermes qui s'interrogent sur comment est-ce qu'ils pourraient électrifier, une partie de leurs opérations. En production de bouvillon,
Les actions qui ont été, mentionnées, elles sont un peu dans les mêmes genres de catégories. Première catégorie, en lien avec la gestion du troupeau pour améliorer la productivité. Là, j'ai pas calculé de pourcentage parce qu'on a 5 fermes, donc là, ça va être directement un nombre de fermes, mais on a une ferme dans laquelle il y a l'objectif de travailler sur la réduction de la mortalité. On a 3 fermes qui, réfléchissent à comment améliorer le suivi, la surveillance des animaux, être capable de détecter plus rapidement les maladies ou les enjeux, de santé. On a, l'alimentation qui est quand même revenue aussi dans plusieurs, plans d'action, notamment, essayer de continuer de travailler finalement la formulation des rations plus riches, plus digestes. Essayer d'adapter les rations aussi, davantage au poids des animaux et à leur potentiel de croissance aussi. Donc si on est capable de séparer les animaux avec des potentiels de croissance différents, on pourrait avoir des rations différentes. Une réflexion sur l'usage des hormones et des additifs aussi dans 2 fermes. Et puis, une réflexion aussi sur, comment optimiser finalement l'usage de sous-produits à faible empreinte carbone pour substituer des aliments qui ont une empreinte carbone plus élevée. Finalement, la gestion des champs, en lien avec la production de l'alimentation est revenue aussi. Ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a 2 entreprises qui se questionnent sur comment augmenter l'autonomie de la ferme dans la production des aliments et de la litière, donc pour acheter moins à l'extérieur. Il y a 2 entreprises qui se questionnent aussi sur essayer de réduire l'utilisation d'engrais minéraux et ça vient un peu avec un corollaire qui est de mieux valoriser, les fumiers. Et puis 3 entreprises dans lesquelles, tout ce qui est en lien avec la couverture des sols, les cultures de couverture, la réduction des travaux de sol, l'amélioration des rotations, sont des choses qui sont, envisagées. J'en viendrai au dernier, dernier poste d'importance dont on va parler aujourd'hui, qui est le poste de gestion des fumiers. Donc je le disais en introduction, quand on parle de la gestion des fumiers, on parle de toutes les émissions qui se passent durant, une fois que finalement l'animal a déféqué et qu'on se retrouve avec des déjections. On va avoir des émissions à la fois pendant le moment où éventuellement on accumule le fumier dans le bâtiment, en particulier si le fumier il est humide, on va avoir davantage d'émissions de méthane à ce moment-là, mais on va aussi avoir des émissions durant l'entreposage, en fosse ou en amas, jusqu'au moment où on fait l'épandage. Là, on va parler d'émissions qui peuvent être un peu d'émissions de méthane, mais aussi beaucoup des émissions de protoxyde d'azote, dans ce cas-ci, quand on pense à l'entreposage. Là, ici, ce que je représente, c'est finalement les émissions qui proviennent des fumiers, exprimés en kilos équivalent CO2 par kilo de poids vif, pour la ferme de référence et pour les 24 fermes vaches-veaux de bovins pour le climat. Ce qu'on peut voir, c'est que la moyenne pour nos 24 fermes, elle est beaucoup plus faible que la ferme de référence, notamment parce que les animaux sont plus longtemps au pâturage que la ferme de référence, mais aussi parce qu'on a d'autres modes de gestion des animaux dans lesquels les émissions sont plus faibles, comme par exemple des enclos d'hivernage, où étant donné que le fumier gèle au fur et à mesure qu'il est produit, ben, on a beaucoup moins d'émissions que si on accumule du fumier en bâtiment. La particularité quand même, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que sur les entreprises en production de vaches veaux, il y a vraiment beaucoup de façons différentes de gérer les fumiers. Chaque producteur a quasiment sa propre recette, ce qui fait que c'est complexe à la fois de faire une bonne estimation des émissions, mais c'est aussi complexe d'identifier comment est-ce qu'on peut améliorer cette gestion des fumiers. Et ça va être quelque chose de vraiment intéressant sur lequel on va certainement beaucoup apprendre dans le contexte de ce projet-là. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de façons différentes de gérer, avec aussi des façons d'entreposer ou c'est ça, de différentes phases d'entreposage qui sont différentes, qui existent. Qu'est-ce qui, a été, retenu comme action pour la réduction des fumiers en production de vaches-veaux et en production, de bouvillons, donc pour réduire les émissions? La première stratégie qui est revenue dans 20 des fermes vaches-veaux, c'est d'essayer de réduire la quantité de fumier qu'on gère finalement et qu'on entrepose. Et ça surtout en essayant d'introduire ou d'allonger la saison au pâturage. C'est quand même 20 des fermes qui ont cet objectif-là. Ensuite, on a dans 30 des fermes de vaches-veaux, l'objectif de diminuer la durée à la fois où on entrepose les fumiers, mais aussi éventuellement la durée où on accumule pendant laquelle on accumule les fumiers dans les bâtiments. C'est sûr que c'est pas toujours faisable facilement, puis et notamment quand on pense à la période d'accumulation dans le bâtiment, il y a plusieurs contraintes. Mais c'est quand même un quart des entreprises de vaches-veaux qui souhaitent, essayer de trouver des façons de réduire cette durée où le fumier est accumulé dans le bâtiment. Pour ce qui est de la durée d'entreposage, c'est donc 30 des fermes qui souhaitent réduire la durée d'entreposage. Pour les entreprises de bouvillons, c'est 3 entreprises sur 5 aussi qui se questionnent sur comment, réduire cette durée d'entreposage et un producteur de bouillon qui souhaiterait réduire aussi la durée
pendant laquelle c'est accumulé dans le bâtiment. On a le compostage qui est aussi dans les actions retenues par 12% des entreprises de vache-veau. La particularité peut-être du compostage, c'est que son effet sur les gaz à effet de serre, dans le contexte des entreprises de Québec, ça serait intéressant qu'on soit capable de le documenter un petit peu plus parce que le compostage en tant que tel permet effectivement de limiter les émissions de gaz à effet de serre pendant la période où on entrepose les fumiers. Par contre, quand on composte, on a tendance à perdre beaucoup d'azote sous forme d'ammoniac, on aère constamment le fumier, on a beaucoup de volatilisation de l'azote, ce qui fait que le compost qu'on obtient à la fin finit par être relativement pauvre en azote par rapport au fumier qu'on avait initialement. Ce qui fait que on pourrait être amené à devoir compenser, suivant la façon dont on utilise notre fumier ou notre compost, à compenser la faible quantité d'azote qui reste dans le fumier par des engrais minéraux, ce qui fait que le gain qu'on a à composter peut être mitigé suivant les situations. Ça, c'est quelque chose que ça serait intéressant d'essayer de documenter dans le contexte du projet aussi. Et finalement, on a presque un tiers des fermes de vaches-veaux et toutes les entreprises de bouvillons qui ont aussi comme piste d'essayer de mieux comprendre finalement qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils entreposent leur fumier. Donc d'essayer de mieux caractériser les pertes durant l'entreposage pour être capable de mieux gérer les fumiers aussi et savoir aussi comment mieux les valoriser au champ. Notre dernier poste, très brièvement, c'est donc l'élevage des animaux. Je le disais que quand on fait le bilan par exemple d'une ferme de vaches-veaux, on inclut finalement l'empreinte des animaux qu'on achète, ça représente 8%. Ça peut aller de 0% pour les entreprises dans lesquelles on a vraiment des troupeaux fermés, jusqu'à 45% des émissions. Ça, c'est quand on a des troupeaux qui sont en forte croissance, où là, on achète beaucoup d'animaux. En production de bouvillons, je le disais tantôt, bah, c'est pas 77, c'est 71%, c'est une petite erreur ici. Donc, c'est quand même un poste très important. Finalement, un dernier mot rapidement sur... là, on a fait le tour des grands postes d'émission. Je voudrais juste dire un petit mot sur l'aspect séquestration de carbone. Qu'est-ce qu'on a constaté? Bon, pour estimer si l'entreprise est dans une dynamique de séquestrer du carbone ou non, la façon dont on le fait avec le calculateur Agriclimat, c'est qu'on analyse les données de matière organique des sols obtenues par les producteurs quand ils font des prélèvements de sol, notamment pour leur PAF. On avait seulement 7 entreprises dans le contexte en fait c'est 8 dans le contexte de bovins pour le climat qui avaient un bon historique de matière organique. Euh, Quand on a regardé pour ces 8 entreprises, qu'est-ce que ça donnait? On a une entreprise dans laquelle on est dans une situation où on a une forte diminution de la matière organique. On a 5 entreprises où on semble avoir une tendance stable, c'est-à-dire ni réellement de perte, ni réellement de gain de matière organique. Et on a 2 entreprises dans lesquelles on serait avec une dynamique en léger gain en termes donc d'augmentation de matière organique. Ça veut dire que c'est 2 entreprises pour lesquelles on aurait finalement un bénéfice associé à la matière organique des sols pour le bilan carbone. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi 30% des fermes qui, dans les actions qu'elles ont choisies, souhaitent mieux caractériser la dynamique du carbone, ce qui montre justement l'intérêt que les producteurs bovins ont de comprendre ce qui se passe avec la matière organique et de réfléchir à comment ils peuvent la maintenir, sinon l'améliorer. Pour ce qui est de l'aspect plus lié aux arbres et aux bandes riveraines, dans toutes les entreprises avec lesquelles on a travaillé, les 29, il y a 4 entreprises qui, dans le passé, ont fait des projets où ils ont planté des arbres, pour lesquels on est capable d'estimer du carbone séquestré par ces arbres, puisque c'est des actions volontaires. Là encore, la quantité que ça représente, c'est quand même petit par rapport aux émissions des entreprises. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est de constater que 20% des fermes qui ont fait leur bilan ont comme projet de planter davantage d'arbres. Ça peut être pour plusieurs raisons, pour séquestrer du carbone, mais ça peut être aussi pour améliorer le bien-être des animaux, par exemple au pâturage, en période de canicule, donc fournir de l'ombre. Donc ces arbres-là peuvent avoir plusieurs raisons d'être, pas uniquement liées au carbone des sols. Donc ça fait le tour des constats qu'on peut dresser aujourd'hui sur les bilans carbone, qu'on a fait, encore une fois, je reviens là-dessus, cet hiver. C'est une première lecture qu'on fournit aujourd'hui, mais l'idée c'est qu'à travers le projet, on va être capable d'améliorer à la fois les estimations, mais aussi la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Puis donc sur ce, je te passerai la parole, Elisabeth. Je vais essayer je vais te donner le contrôle de mon écran. Et donc là, je pense que c'est ça. Tu peux toi-même passer les diapositives. Oui, oui, ça fonctionne. Merci. Bon, ben merci Sylvestre. En fait,
moi, ma petite partie, là, c'est vraiment pour vous. Sylvestre a bien expliqué les résultats des bilans de nos fermes. Ensuite de ça, les résumés de toutes les actions qui ont été retenues par chacune de ces fermes-là. Moi, je vais vous montrer comment on a pensé, puis comment on va faire dans les 3 prochaines années, de prendre ces actions-là retenues, puis vraiment les mettre en action sur les fermes là, sous forme d'activités. Donc, les thèmes, ça fonctionnait, ça fonctionne. OK. Donc, notre premier thème, c'est la gestion des pâturages. Ce thème-là, en fait, là, on veut amener les producteurs bovins et ovins de passer d'une gestion de pâturage extensive vers une gestion beaucoup plus intensive. Puis, en faisant cette transition-là, on veut évaluer certains facteurs comme l'impact d'une intensification de gestion sur, par exemple, la qualité des plantes, la vie dans le sol, les gains sur les animaux aussi. Quels impacts, dans le fond, de passer d'une gestion extensive vers une gestion intensive, ça va avoir là, sur ces facteurs-là. On veut aussi voir est-ce qu'on est capable d'augmenter la saison de paissance, comme on a vu dans les actions retenues par rapport à la gestion des fumiers? Puis, il y a certains avantages à allonger la saison de paissance. Donc, on veut, dans ce thème-là, vraiment aider les producteurs à intensifier leur gestion. Puis, présentement, on a 4 producteurs là, qui sont dans cette activité-là. Pour vous dire, par contre, que dans le projet, présentement, on a beaucoup de producteurs qui sont déjà sous une gestion intensive. Donc, c'est pour ça là, aussi qu'on va peut-être créer une activité là, plus au niveau des producteurs qui sont déjà dans la gestion intensive. Puis évidemment, comme on dit depuis le début, dans l'objectif du projet global, c'est vraiment d'aller mesurer l'adoptabilité de ces pratiques-là. Donc, ça va faire partie aussi du thème gestion des pâturages. Ensuite, excusez, j'ai de la misère à changer les. OK. Je pense, Sylvestre, il va falloir que tu le fasses pour moi parce que ça ne fonctionne pas bien. Thème 2, c'est l'amélioration de la qualité des plantes fourragères. Donc, dans cette activité-là, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter le rendement de nos champs, soit des prairies ou des pâturages, mais aussi la résilience de nos plantes face au changement climatique. On veut aussi augmenter la qualité, comme on a vu là, au niveau de l'alimentation, ça a quand même un impact. Donc, on veut améliorer la qualité de la fibre, puis aussi, dans la plupart des cas, là, essayer d'augmenter les taux de protéines dans les fourrages. Donc, comment on va réaliser ça? En fait, on a 2 sous-thèmes là, présentement. C'est vraiment l'implantation sous forme de sursemis. Donc, on vient avec une chercheure de Julie Lajeunesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui fait déjà des essais, puis qui nous aide, là, puis qui est partenaire là, dans le projet présentement pour rencontrer chacun des producteurs qui participent pour lui présenter ou proposer un nouveau mélange et une nouvelle façon là, de faire les implantations. Donc, on augmente le nombre de variétés dans les mélanges, mais aussi on apporte des variétés de légumineuses, là, puis on fait tout ça sous forme de sursemis. On a aussi une sous-activité là, qui est vraiment en lien avec la fertilisation, avec notre chercheur Pierre-Luc Lisotte, qui encore là, on a rencontré individuellement les producteurs pour répondre vraiment spécialement à leurs besoins. Puis, on a proposé des protocoles d'essais de fertilisation pour avoir vraiment quelque chose d'optimal en termes de fertilisation inorganique qui répond aussi aux besoins de chacun des producteurs. Donc, déjà, les plans pour ça sont déjà en place pour les producteurs vont être prêts dès qu'ils sont prêts à rentrer dans le champ, ont déjà leur plan de match là, pour ces 2 sous-activités-là. Maintenant, le thème 3, la gestion des fumiers. Donc, ici, on a 17 fermes qui participent à la gestion des fumiers. Dans le fond, l'objectif de ce thème-là, c'est vraiment de réduire les pertes d'éléments nutritifs
puis réduire les émissions de gaz à effet de serre durant l'entreposage et dans la période d'accumulation au bâtiment. Mais comment on va s'y prendre, là, ben, c'est que on va caractériser les fumiers sur toutes les fermes participantes. On va aller vraiment estimer les pertes au moment où il est entreposé jusqu'au moment où il était pendu dans le champ. Donc, puis par la suite, on va proposer des alternatives pour aider à réduire ces émissions-là. Donc, par exemple, une couverture des amas ou par une meilleure gestion de la litière. Donc, ça va se passer à l'automne suite à toutes nos récoltes d'analyse durant l'été. Puis en fait, ça va nous aider vraiment beaucoup pour la production. C'est d'avoir des meilleures connaissances sur l'évolution de la composition, de l'humidité, puis de la température du fumier lors de l'entreposage. En fait, dans le protocole, ce on va proposer aux conseillers et producteurs, c'est vraiment de prendre 4 à 5 échantillons par amas durant la saison jusqu'au moment où on l'épand pour vraiment être capable d'aller voir dans le temps comment se comporte le fumier là, en amas. Puis, on va évaluer aussi les pertes, là, justement, grâce à toutes ces analyses-là qu'on va faire prochainement, qu'on commence déjà prochainement. Puis, on a le thème 5. En fait, efficacité du troupeau, on l'a vraiment séparé pour chacune des productions. Là. Donc, on a un thème vraiment pour les vaches-veaux. L'objectif, évidemment, vous avez compris à la lumière des résultats qu'on a, c'est que plus la productivité du troupeau est élevée, plus le ratio d'émissions est réduit. Donc, on réduit les émissions de gaz à effet de serre pour le même kilo de viande produit. Puis, en même temps, bien évidemment, on augmente la profitabilité de l'entreprise. Donc, dans ce thème-là, on va amener les producteurs qui participent à voir des solutions pour améliorer leur gestion de la reproduction, améliorer la croissance de leurs veaux, dépendamment, ça peut être sous la mer ou au moment après le sevrage. On veut aussi réduire la saison de reproduction, là, vraiment pour aider à rapprocher les veillages le plus possible. Diminuer aussi la mortalité des veaux à la naissance et dans les premières semaines de vie pour vraiment aller améliorer l'environnement au niveau au moment des veillages, puis pour les premières semaines là, où c'est assez critique pour les veaux. Donc, on va avoir également des rencontres individuelles avec chacun des producteurs pour vraiment établir un plan de match qui est selon les besoins de l'entreprise. Puis ici, on a 12 fermes qui sont inscrites à ce thème-là. Puis finalement, le dernier thème, en fait, c'est l'efficacité du troupeau également, mais pour les bouvions d'abattage. L'objectif reste le même. Mais ici, on va aller plus vers un plan de match orienté vraiment sur l'alimentation, aller voir si on est capable de segmenter l'alimentation, comme Sylvestre l'expliquait tout à l'heure, avec différents groupes selon le potentiel de croissance. Mais on a aussi présentement dans notre groupe de producteurs de bouvions d'abattage un engouement là, un intérêt en fait pour tester les puces intelligentes. Les puces intelligentes, il y a différentes compagnies qui en vendent. Présentement, on a les puces EarthDog dans l'essai. C'est ce que les producteurs ont choisi d'essayer. Puis nous, on les soutient dans ces essais-là, puis on prend les données avec eux. Puis ces puces-là, ben, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont aider à détecter les maladies de façon plus rapide parce qu'ils détectent les mouvements, les baisses de mouvement des animaux, puis la température qui monte chez l'animal. Donc, à ce moment-là, on est capable d'aller identifier les animaux dans un moment où on sent vraiment en début de maladie ou à l'œil, ça peut être très difficile de détecter. Donc, à ce moment-là, on va réduire les périodes où l'animal est vraiment moins productif si on a un diagnostic plus rapide. On va aussi réduire normalement l'utilisation d'antibiotiques. Donc, ça va être aussi profitable pour l'entreprise. C'est en test présentement. Donc, on a 4 fermes qui ont déjà installé les puces, puis on fait des suivis avec eux
sur différents groupes d'animaux pour aller valider vraiment l'efficacité de cette technologie-là. Donc voilà, c'est nos 6 thèmes pour l'activité. Puis je laisse la conclusion à Sylvestre. Oui, mais je conclurai peut-être premier constat que j'ai trouvé vraiment intéressant, moi, en analysant tous les bilans carbone des entreprises et les plans d'action, c'est que, en particulier dans la production de vaches veaux, c'est quand même vraiment intéressant de voir à quel point les pistes de solutions et les pistes d'action que les producteurs ont envisagées sont vraiment diverses. Vous avez vu, il y a quelques pistes qui regroupent un grand pourcentage des entreprises, mais on a aussi beaucoup de pistes qui sont dans des plans d'action de quelques fermes. Ça montre bien à quel point, justement, il y a plein de stratégies différentes qu'on peut utiliser suivant les contextes des entreprises. Et c'est juste ça, c'est déjà quelque chose de vraiment intéressant pour nous à comprendre puis à documenter. Je pense que vous avez vu aussi à travers la présentation qu'on a quand même beaucoup de connaissances qui sont déjà disponibles sur les gaz à effet de serre, pourquoi est-ce qu'on en émet, comment est-ce qu'on en émet, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire. Mais on a encore beaucoup à apprendre, puis c'est ça qui est très motivant dans ce genre de projet. Et puis, finalement, c'est certain que, ici on parle beaucoup de gaz à effet de serre et de réduire les gaz à effet de serre, mais une des principales menaces aussi en lien avec les changements climatiques, c'est l'évolution du climat en tant que tel, qui frappe les producteurs. Et c'est sûr aussi qu'à travers les actions qu'on teste avec les producteurs, on essaye toujours de mettre en évidence celles qui vont permettre aussi de s'adapter au changement climatique. Elisabeth en a parlé avec la résilience des plantes fourragères, par exemple, aux sécheresses ou aux canicules. Donc tout ça, c'est des choses qu'on essaie de ne pas traiter en silo juste avec une lunette gaz à effet de serre, mais bien plus dans l'optique de la durabilité de l'entreprise au sens large. Sur ce, merci pour votre attention et puis on vous invite à rester à l'affût des communications qui vont être faites tout au long du projet par les PBQ, par le CEPOC, par l'équipe de Bovins pour le climat. Donc merci pour votre attention et merci encore une fois à nos partenaires pour la réalisation du projet.